ferai un coupage après, hein, t'inquiète. Ok. Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce débat sur l'intelligence artificielle. Faut-il la réguler? Faut-il la stopper? Faut-il au contraire encourager son développement? On parlera également de la régulation et de la réglementation européenne qui a été mise en place par notre seigneur Thierry Breton, qui après avoir fait échouer l'implantation sérieuse de l'écosystème crypto, après avoir planté Athos, aujourd'hui s'est attaqué pour notre bien à l'intelligence artificielle. Maxime, plutôt que de te présenter, je te propose simplement de te présenter toi-même et de nous dire je crois que tu as une association où que tu participes à souhaiter le ralentissement justement de ce développement et que Thierry Breton doit être ton copain. Voilà. Salut à tous. Merci pour l'invitation. Euh, alors, sur moi, donc moi j'ai bossé en IA pendant une dizaine d'années. J'ai fait du machine learning et ensuite du deep learning à partir de 2014. Je bossais en 2022, je créais des modèles de langage et des modèles de vision. Je bossais entre autres sur un système pour comprendre des documents à la façon d'un humain en utilisant la technologie qui est à peu près la même, qui est celle qui est derrière ChatGPT, même si on travaille sur des modèles bien plus petits évidemment. Euh, du coup, entre 2020 et 2022, j'ai commencé à m'inquiéter de la rapidité du progrès. Bon, je dirais pas que j'étais inquiet à ce moment-là, c'est plutôt que ma vision du progrès en IA a changé. Quand j'ai commencé à travailler là-dedans, j'imaginais qu'on créerait des modèles de niveau humain dans une centaine d'années, peut-être 200 ans. Et ensuite, à partir de 2020, j'ai commencé à me dire, ah, peut-être que ça va arriver plutôt dans 20 ans, disons, quelque chose comme ça. Et en 2023, il y a GPT-4 qui est sorti. Et là, j'ai encore révisé mes estimations et je me suis dit, si ça se trouve, ça arrive dans 5 ans. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça arrive dans 5 ans? Est-ce que la société est prête? Mais toi, du coup, tu parles Euh, d'AGI, ouais, tu parles d'intelligence. Alors déjà, le nom de ta structure, c'est poseia.info, pour ceux qui sont intéressés à aller regarder. Mais du coup, .fr. toi c'est Ouais. l'AGI qui t'inquiète. Alors, pas que l'AGI, c'est-à-dire que, en fait, ce qui Parce que m'inquiète, l'AGI, c'est. moi aussi, je me pisse dessus, hein, mais moi, je pensais que le débat serait pas sur l'AGI, tu vois. Parce que clairement, moi, Ok. l'AGI, j'ai probablement. Pour moi, c'est Armageddon, tu vois, mais bon. Bah, c'est intéressant ça, parce qu'en fait, il y a une question sous-jacente, c'est dans combien de temps est-ce qu'on y arrive? Bon, est-ce que c'est possible d'y arriver tout simplement? Ouais. Et si c'est possible, est-ce qu'on en est proche? Est-ce qu'on en est loin? Et à mon avis, cette question, elle drive pas mal de désaccords entre beaucoup de personnes. Et, euh, Et surtout, en fait, c'est pas que ça. Le problème, c'est que, de mon point de vue, plus bon, il y a des risques globalement en IA. On peut utiliser les systèmes pour faire des trucs cool et on peut utiliser les systèmes pour aider les cybercriminels, etc. De mon point de vue, plus on se rapproche, plus les systèmes sont puissants, plus on se rapproche d'une AGI, plus ça augmente à la fois les bénéfices et les risques. Et il y a certains risques qu'on peut pas vraiment se permettre de juste augmenter comme ça à fond sans trop réfléchir en avance. On peut aussi discuter de dangers qui peuvent apparaître avant d'avoir une AGI. D'ailleurs, de mon point de vue, c'est possible qu'il y ait des risques déjà tellement catastrophiques avant qu'on soit à une AGI que on n'arrive Mais jamais à quels une sont les AGI. risques catastrophiques précis? Parce que je t'avoue que moi, à part l'équivalent de l'arrivée de la machine à vapeur, tu vois, alors j'ai bien conscience que vu qu'on est déjà équipés tous en outils informatiques, la vitesse de propagation de cette technologie est bien supérieure, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un équipement supplémentaire et que les gens sont des utilisateurs des modèles, etc., etc. J'ai bien conscience de tout ça. Mais moi, tu vois, ça me paraît être un petit peu comme tu vois la disparition. Par contre, la disparition, par exemple, des chevaux, des gens qui se baladaient à cheval, tu vois, bah au profit de la voiture, pour le coup, par exemple, aux États-Unis, ça s'est passé à une vitesse folle. En 5 ans à peine, tout le marché des maréchaux ferrants, blam, foutu à la poubelle, tu vois. Donc je vois pas trop. En fait, j'ai du mal à me projeter en me disant non, ça va détruire l'humanité, etc., etc. Sauf pour les GI. Encore une fois, je le répète, moi, l'intelligence artificielle générale, ouais, ça me fait peur parce que
Bah parce que je pense qu'Elon Musk a raison, hein. Le seul moyen de lutter contre son hégémonie, ce sera de se s'implanter nous-mêmes des puces pour pouvoir mieux la contrôler. Voilà. Enfin, après, ça, à savoir qui contrôlera qui et qui fera quoi, bon, ça c'est une autre question. Mais sur l'intelligence artificielle telle qu'on l'a aujourd'hui, avec les modèles, moi, j'ai pas plus de crainte que ça, parce que je partage un peu la vision de Yann Lequin, tu vois, même si il peut avoir tort sur certains points quand il dit oui, c'est pas très impressionnant ce qui se passe aujourd'hui et tout. Bon, moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Mais je comprends ce qu'il dit et je suis assez d'accord avec lui quand il dit que, tu vois, euh, aujourd'hui, l'être humain, en fait, il reçoit 50 000 fois plus d'informations à la seconde qu'une IA ne peut en traiter, ne serait-ce que par notre toucher, par nos informations visuelles, par ne serait-ce que le fait que quand on marche, tu vois, notre équilibre, notre balance, hein, en tant qu'animal, toutes ces infos-là qu'on Mm. traite, si tu veux, on est beaucoup plus efficace, on est beaucoup plus performant et on n'est pas du tout détrônable par une IA qui aujourd'hui est obligée de consommer l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires, tu vois, pour pouvoir s'entraîner, quoi. Alors que nous, sur notre simple cerveau, bah en fait, si on prenait un équivalent, en fait, avec un simple cerveau humain, bah, on serait capable d'entraîner une IA. Sauf qu'il n'est pas fait exactement pour ça, donc c'est compliqué. Mais concrètement, en fait, on est beaucoup plus performant. Du coup, cette crainte-là n'est pas, tu vois, n'est pas juste, quoi. Voilà, je suis un peu désolé pour la longue question, Mm. mais voilà, j'aimerais bien avoir ta réponse là-dessus. Ouais, du coup, il y a plusieurs points. Est-ce qu'on commence par Yann Lequin? Allez, on commence par Yann Lequin. Du coup, je ne suis pas du tout d'accord en gros avec ce que dit Yann Lequin et même sa façon de voir les choses est extrêmement optimiste. Ce que je lui reproche avant tout, c'est le manque d'humilité. C'est-à-dire que Ah, sa ça, vision de la chose, c'est il va y avoir un plateau, il en est certain à 100%. Il y a pas de question de ah, peut-être que j'ai tort, malgré le fait que ça fait environ une dizaine d'années qu'il fait des prédictions et qu'il a tort à chaque fois. c'est vrai. Du coup, je trouve que ce manque d'humilité, c'est très dérangeant. Donc, bon, pour résumer ce qu'il dit, il pense que les LLM, c'est pas le bon paradigme. Enfin, la façon qu'on a de faire de l'IA en ce moment, c'est Mm. pas le bon paradigme, mais ça va s'arrêter de s'améliorer très bientôt. Donc, vraiment, ce que j'aimerais lui demander, c'est qu'est-ce qui se passe si tu as tort? Et aussi, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête pas là tout de suite, mais que ça continue en tout cas jusqu'à un point où ça devient dangereux? Ensuite, en supposant qu'il a tort, il pense aussi, il est extrêmement naïf dans sa vision du problème de l'alignement. Donc, le problème de l'alignement, c'est l'idée d'arriver à aligner des IA puissantes sur les valeurs humaines. C'est un problème très difficile. Alors, Mhm. je connais beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Moi, j'ai bossé en interprétabilité aussi, essayer de comprendre ce qui se passe dans les réseaux de neurones autour de 2016. J'ai re-regardé le milieu en 2023. Il n'y a pas eu de progrès, on comprend toujours rien. Bon, ça s'améliore un petit peu. Cette année, il y a quand même eu quelques progrès, mais on est quand même vraiment au tout début. Et Yann Lequin, lui, il pense que ça va se résoudre de tout seul. Donc, il pense que si jamais les IA continuent à s'améliorer, on va résoudre le problème de l'alignement parce que c'est facile. Il a même présenté son propre plan pour aligner des IA. Et son plan pour aligner des IA, il est juste ridicule. C'est genre, tu montres ça, enfin, tous les chercheurs en alignement qui ont regardé ce truc, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Genre, il ne sait pas de quoi il parle. Donc il a cette espèce d'optimisme que je trouve assez absurde. Il pense que donc, le progrès va s'arrêter, et si jamais ça ne s'arrête pas, de toute façon, on ne créera pas des trucs dangereux, on va trouver des solutions à l'alignement, etc. rapidement. Donc c'est le premier reproche que je lui fais. Ensuite, après, pour revenir sur ses arguments spécifiques pour dire que le progrès va s'arrêter, donc ouais, cette histoire de les humains obtiennent beaucoup plus d'informations que les IA, c'est vrai, mais d'un autre côté, alors si on prend une comparaison entre le cerveau humain et ce qu'on est en train de créer en ce moment, Mhm. le cerveau humain est beaucoup plus efficace en termes d'énergie, Mm. ça c'est sûr, c'est normal parce qu'on a évolué, enfin on peut pas, l'évolution n'allait pas créer des trucs qui consomment des gigawatts d'énergie. Par contre, le cerveau humain est beaucoup plus lent, c'est-à-dire que nous on a un système qui est électrochimique. Les systèmes qu'on est en train de créer, si on continue sur le paradigme actuel et que ça fonctionne, au moment où on arrive à une intelligence humaine, on a créé une intelligence humaine qui est 50 fois plus rapide que celle Ah, d'un humain. Et ça, juste si on arrive à ce point, il n'y a pas besoin d'avoir une super intelligence ou un truc qui soit vraiment plus intelligent que nous. Il y a juste besoin d'avoir un truc plus rapide que nous pour que ce soit dangereux. Parce que du point de vue de quelque chose qui est 50 fois plus rapide que nous, on n'est pas des animaux, on est plutôt des végétaux. Ou genre, on est un organisme qui montre des signes d'intelligence à des échelles de temps extrêmement longues. Alors imagine si pendant cette conversation, moi j'avais 1 heure pour répondre entre chacune de tes questions.
je pouvais aller sur Internet, regarder des trucs, etc. Ouais. Du coup, ça, c'est déjà assez inquiétant. Mais je suis d'accord que c'est possible qu'il faille changer de paradigme. Disons que personnellement, je pense que pas forcément. Je pense que les LLM, c'est pas le bon paradigme, mais on est déjà plus dans les LLM. On est dans des modèles multimodaux. Donc ça explose déjà le nombre de données qu'on peut utiliser. Parce que si on fait des modèles qui utilisent des images, des vidéos, du texte, des sons, et qui sortent des images, des vidéos, du texte, des sons, ouais, voilà, on n'a plus besoin d'être restreint au texte. Après, voilà, il reste la question de est-ce que ce sera suffisant? Et je pense qu'il y a une chance. Bon, personnellement, ma timeline ressemble à quelque chose comme AGI, 50% de chances qu'on développe une AGI d'ici 3 ans. Et Ah c'est ouais, en alors adéquation il se trouve avec. que je connais quelqu'un qui bosse à l'Institut national de recherche informatique, l'INRIA, je crois que c'est ça, appliqué, Ouais, qui m'a dit écoute Charles, détends-toi. Parce que moi, en 2000, j'ai parlé de ça avec lui, polytechnicien super brillant, il a bossé chez Ariane Espace, une tronche absolue, quelqu'un de formidable. Fadil, si tu me regardes, je te salue. Et lui il m'a dit Charles, détends-toi, cool, c'est pas avant 50 ans. Il m'avait dit ça en 2019, si ma mémoire est bonne. Et il m'avait dit, franchement, ouais. J'aurais dit la même chose en tous ceux qui 2019, sont je en pense. train de se prendre la tête, machin, sur ce sujet-là, ils sont complètement à la ramasse. Détendez-vous, ça va bien se passer. Et même si on arrive à faire évoluer les modèles, même avec, tu vois, même avec les larges modèles de langage et tout, même si on a une puissance de calcul énorme, machin truc, avant que l'IA elle ait sa propre capacité de planification, qu'elle ait sa propre capacité de volonté d'elle-même, d'avoir sa propre volonté, on n'y est pas du tout. Il faut vraiment arrêter avec ces délires. Et il faut accepter et faire confiance au progrès. Moi, j'en ai pas reparlé depuis précisément avec lui, mais ça m'avait marqué parce que c'était une discussion importante, tu vois, pour moi. Et je m'étais dit, et à l'époque, il y avait déjà ChatGPT 2 ou 3 je crois, en 2019-2020, dans ces eaux-là. Et déjà à l'époque, il y avait des Cassandres qui disaient ouh là là, mais ça va trop vite, ouh là là, mais on va se faire dépasser, ouh là là, mais machin, ouh là là, mes trucs, tu vois. Déjà, la société aujourd'hui, tu vois, les centres d'appel, ils ont toujours pas disparu. Je pense que dans les 36 prochains mois, Téléperformance, par exemple, j'ai fait une story à ce sujet-là. J'ai dit vous voulez gagner de l'argent facilement sans trop vous fatiguer, vous prenez 1000 euros, vous shortez Téléperformance et dans 3 ans, vous rachetez. Donc, shorter de ces ventes à découvert, ça veut dire tu vends avant Ouais, d'acheter non, je sais. l'action, tu J'ai paries à la bossé en finance. baisse. Ouais. Ouais, tu paries à la baisse, je dis ça pour nos auditeurs. Tu Ah, ok. paries à la baisse sur l'action et en fait, au lieu de parier à la hausse, comme traditionnellement à la bourse, tu paries à la baisse de la bourse. Donc Téléperformance, à mon avis, dans 3 ans, si tu veux, tous les call centers de niveau 1 vont disparaître. Là, moi, en ce moment, je fais des missions pour automatiser des appels de relance de prospection commerciale, des trucs opérationnels dans des boîtes d'audit marketing, etc., etc. Donc tout ça aujourd'hui, tu vois, ça c'est sûr que dans les 3 prochaines années, il y a plein de business qui vont évoluer, il y a plein de business qui vont être bouleversés par l'IA. Mais que toi tu dises, oulala, 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 attention, les GI c'est dans 3 ans, est-ce que tu ne penses pas, ne penses-tu pas que avoir avoir ce positionnement-là et avoir cette, disons, cette rhétorique-là, ça fait pas un peu tu sais, les mecs qui se baladaient dans les villages au Moyen-Âge avec des cymbales et qui disaient la fin du monde approche, tu vois. Moi, c'est un peu l'image que ça me donne, tu vois. Et du coup, je suis là en mode, il faut faire confiance en l'humain, parce que de toute façon, c'est nous qui dominons la planète, c'est nous qui dominons notre espace, c'est nous qui dominons tout sur cette terre. Je vois pas. On a gagné le game de l'évolution, en fait, tu vois. Donc, est-ce que tu penses que l'IA, notre propre création, pourrait nous dépasser, en fait? C'est d'une certaine façon, c'est ce dont tu as peur et c'est ce dont tu parles aujourd'hui, quoi. Alors, il y a pas mal de points dans ce que tu viens de dire. Donc déjà, sur ton ami Fadil, moi aussi, je disais exactement la même chose en 2019. Du coup, je serais curieux de savoir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il a toujours une Je vais lui demander, tiens. échelle de temps de 50 Je vais lui ans? demander. Donc je pense que pour le moment, si quelqu'un me dit AGI dans 50 ans, je me dis qu'il connaît pas grand-chose en IA. Je connais pas vraiment de. Il faut regarder vraiment les arguments précis. Tu vois, il suffit pas juste de dire
AGI dans 50 ans. Il y Il a une faut étude voir qui a comment été est-ce que tu faite sur débutes. les chercheurs, là, il y a 2 ans. Il y a une étude qui a été. Ouais, 2000. Ouais. Non, un an, 2023. Il y a une étude qui a été faite par le MIT ou par Harvard, je ne sais plus, justement sur le positionnement des chercheurs en IA au sujet de Mm. l'IA générale. Et ils sont tous en train de dire, petit 1, on n'en sait rien. Petit 2, il y en a 27% qui pensent que ça va pas arriver dans les 5 prochaines années, tu vois. Pardon. Ouais. Il y en a, c'est l'inverse. Il y D'accord. en a que 27% qui pensent que ça va arriver dans les 5 prochaines années, tu vois. Tu peux regarder la médiane. Du coup, là, en ce moment, bon, il y a des trucs qui s'appellent les marchés de prédiction, où il y a plein de gens qui peuvent faire des prédictions sur des événements précis qui vont se passer dans le futur. Donc, si tu regardes les marchés de prédiction, la médiane pour ce qu'ils appellent une AGI faible, c'est 2028 et AGI forte 2030. Mais bon, Wow. c'est pas des chercheurs en IA. Plus tu te rapproches des gens qui bossent chez OpenAI, DeepMind, etc., plus tu as une prédiction qui est assez, qui converge vers quelque chose comme dans 3 ans. Et ce chiffre, il sort pas de nulle part. C'est une projection des lois d'échelle. Donc, en 2020, il y a un papier qui est sorti de OpenAI qui s'appelle les lois d'échelle, qui en gros montre une grosse corrélation entre la puissance de calcul et la taille des modèles et les performances. C'est-à-dire que depuis 2020, cette loi, elle est confirmée systématiquement. À chaque fois qu'on entraîne un nouveau modèle, plus il est gros, plus Ouais, on a c'est un comme la certain loi nombre de de Moore, pour ceux performances. qui nous écoutent. Alors là, c'est différent, hein, ce dont tu parles, mais pour l'imaginaire général, c'est que tous les 18 mois, il y a une multiplication par 2 de la puissance de calcul disponible sur une certaine taille Ouais. pour les microprocesseurs. Voilà. Ouais, une différence avec la loi de Moore, c'est que la loi de Moore, c'est vraiment conduit par les humains. C'est-à-dire que les humains, on a envie de doubler la puissance de calcul tous les 2 ans ou tous les ans, et on y arrive, et du coup, ça crée cette loi de Moore. Là, c'est plutôt comme une loi de la nature, on pourrait dire, dans le sens où on se rend compte qu'il suffit de créer des modèles plus gros pour avoir plus de performance. Et en fait, l'architecture, enfin, à part ça, il n'y a pas grand-chose qui a une influence aussi forte que ça. C'est-à-dire que on peut trouver de nouveaux algorithmes, de nouvelles architectures, mais au final, le truc qui compte vraiment, c'est de grossir les modèles. Et du coup, on peut extrapoler ces lignes. Si on extrapole ces lignes, bon, il y a d'autres astuces à utiliser. On peut arriver à la conclusion que voilà, dans 3 ans, c'est probable qu'on ait un système qui soit aussi performant que l'humain. Et tu as dit un autre truc qui Bah était écoute, très j'espère que intéressant. t'as tort, Tu as hein. parlé de. J'espère J'espère que t'as aussi. tort. J'espère aussi. Et aussi, je rappelle Et dans que 3 ans, j'ai une vue. j'oublierai pas de te rappeler, hein, mon cher Maxime, hein. Et je rappelle que j'ai une vue probabiliste aussi. Et j'ai du mal avec les gens qui n'ont pas une vue probabiliste sur les choses. C'est-à-dire que moi, j'ai dit Oui, t'as 50% de chance dans 80% de 3 ans. probabilité que j'ai compris ce que tu voulais dire. Et si on regarde ma distribution de probabilité, elle est assez spéciale. C'est-à-dire que je vais updater quand GPT-5 va sortir. Je vais faire une grosse mise à jour de mes croyances. Parce que si jamais. Je m'attends à ce que soit GPT-5 soit déjà très puissant, la loi d'échelle continue, auquel cas je vais descendre à moins de 3 ans. Et si jamais GPT-5, si jamais il y a vraiment un plateau, que Yann Lequin avait raison, que GPT-5 ne s'améliore pas, alors là, on pousse d'un seul coup à. Probablement, il va falloir trouver un nouveau paradigme, et là, je rajoute peut-être 10 ans ou un truc comme ça Ouais, aux mais tu prédictions. vois, Donc, c'est plutôt un. quand ils sont passés de 4 à 4, 5, et puis de 4, 5 à 4 O, tu vois, en fait, tu vois, déjà 4 O, ils n'ont pas réussi à faire toutes les features qu'ils voulaient faire. Franchement, c'est pas encore au point, honnêtement. Alors, aujourd'hui, ce qui est impressionnant, là, je l'ai encore utilisé ce matin pour faire un devis, c'est que maintenant, ce qui est flippant, c'est que je ne fais plus rien sans IA. Donc déjà, la question qu'on peut se poser, c'est quel impact ça va avoir sur notre cerveau. Parce que du coup, vu que maintenant on fait tout faire par l'IA, après ce raisonnement-là, il existe depuis le début de l'informatique. Est-ce que, à force de. En fait, ce qui est compliqué, moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui portent la parole que tu portes. Pourquoi? Parce que pour moi, elle est misérabiliste, tu vois, d'une certaine façon. C'est-à-dire, certes, on ne lit plus de livres, mais je m'aperçois que je n'ai jamais autant lu. Tu vois, par exemple. Je m'aperçois que j'ai jamais Ouais. pas. Sauf que c'est pas sous format papier. C'est sur internet, c'est en lisant des articles sur Wikipédia à ne plus savoir qu'en faire, en lisant des articles sur des articles de blog. J'ai jamais autant lu, alors que pourtant j'adore le format papier, mais je passe mon temps à lire et à écouter aussi des podcasts, des vidéos YouTube, tu vois, pour m'imprégner de nouveaux concepts. Tu vois, je continue d'apprendre en fait, tu vois. Ouais. Donc, Et, pour mais moi, pardon, j'ai envie, excuse-moi.
Ouais. Excuse-moi, Je voulais j'arrête pas de juste te couper, mais parce qu'en même temps, c'est tellement passionnant. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais juste, je veux dire que je tiens à préciser que moi, j'utilise des IA dans tous les sens, hein. J'ai même créé mes propres systèmes. J'ai mon deuxième cerveau dans mon ordinateur. Enfin, je suis pas en train de dire. Déjà, je suis pas en train de demander aux gens d'arrêter d'utiliser l'IA actuellement, même si, bon, il y a quand même une question environnementale qu'il faut pas négliger, c'est que là, on est en train de créer des systèmes qui Ouais, consomment alors il énormément y a une vidéo d'énergie. du Raptor qui Mais vient de sortir sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, parce que l'environnement et le réchauffement climatique sont deux choses différentes. Euh, il y aura, faut faire attention avec ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de théories qui sont battues en brèche, alors que c'est considéré comme du mainstream, quelque chose de normal. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont plus si vraies que ça. Moi, je fais attention. Après, si on fout une centrale nucléaire au cul tu vois, de l'apprentissage des langages, bon, bah, déjà, le CO2, c'est un problème qui est réglé, tu vois. ouais, le truc c'est que bon, pour le moment ça va, ça dépend des plans, enfin ça dépend. Si on veut qu'on vraiment continue à scaler et qu'on commence à créer des centres de données énormes, bah, il y a quand même une question qui se pose qui est où est-ce qu'on sort l'énergie pour faire ça? Est-ce qu'on va vraiment construire plein de centrales nucléaires d'un coup? Euh, non, mais bon, je me positionne pas Oui! forcément Vive trop la là-dessus. centrale Mais nucléaire! disons que si on fait des centrales nucléaires, pour ça c'est cool, mais peut-être qu'on va faire autre chose et qui va polluer plus. Ah Surtout oui. si on a cette idée que ça va régler le réchauffement climatique derrière. Par contre, il y a un truc que tu as dit qui est intéressant et j'aimerais revenir dessus. Tu as pris l'exemple de dire que là, on a eu 4.5 d'ailleurs, il me semble pas qu'il y a eu 4.5, mais bon, on a eu GPT Si, si, il y a eu, 4.0, il y a eu etc. Et ça 4.5, si, s'améliore. si. Il y avait 3.5 Il y a eu 3.5, il y a eu turbo. 4. Et, mais ce qui est Ah non, il y a intéressant, eu c'est que 4 euros, là, pardon, oui, excuse-moi, autant pour moi, 4 ouais. ouais. Ouais, Et pardon. là, en fait, ça n'invalide pas du tout les lois d'échelle, parce qu'en fait, on crée des modèles plus petits. Depuis GPT-4, on n'a pas entraîné un modèle plus gros, on a entraîné des modèles de plus en plus petits en faisant de la distillation et en essayant d'obtenir les mêmes performances dans des trucs plus petits. Du coup, il n'y a pas encore eu de nouveaux tests des lois d'échelle. C'est pour ça que je suis Ah, très sceptique de tous les gens qui disent ah, c'est bon, il n'y a plus de progrès, ça s'est arrêté. En fait, personne n'a essayé d'entraîner un modèle plus gros que GPT-4. Donc, on va découvrir ce qui va se passer avec GPT-5. Bon, là, il y a maintenant un nouveau paradigme depuis la semaine dernière avec Orion, avec O1 que OpenAI viennent de sortir, où ils ont du coup, ils font apparaître de nouvelles lois d'échelle. Ça va permettre de scale, de mettre à l'échelle pendant l'inférence et pendant une phase de reinforcement learning. Donc là, en fait, depuis une semaine, je dirais que je suis plus confiant dans mes timelines to AGI il y a encore 2 semaines. Euh, mais on va surtout voir quand GPT-5 va sortir. Après, quand tu parlais de ton ami Fadil, et tu disais spécifiquement, ces modèles ne sont pas bons en planification et ils n'ont pas de volonté propre, ça c'est intéressant. Et justement, c'est une façon de voir les choses pour essayer d'estimer quand est-ce qu'on risque d'avoir des modèles vraiment, vraiment bons. Moi, je me dis, qu'est-ce qui reste à résoudre? De mon point de vue, il reste 4 choses à résoudre. En fait, il reste 3 choses à résoudre parce qu'il y en a une, on vient de la résoudre la semaine dernière, c'était le raisonnement. Donc, jusqu'à il y a encore oui, deux tout à fait, semaines, on ouais. pouvait dire ah, ces modèles-là sont nuls en raisonnement. Mm. Depuis la semaine dernière, non. Maintenant, ça c'est à peu près résolu. Tout Et à fait. Pour ceux qui n'ont pas même suivi si, l'information, j'en ferai une brève là dans les prochains jours. ouais. Donc, qu'est-ce qui reste à résoudre encore? Il reste les hallucinations. Ouais, Il mais reste ça fait le partie plan. du process. C'est comme un être humain quand il dort, il rêve, tu vois. Moi, je pense que les hallucinations, ça fait. Ouais. Bah, les hallucinations, c'est une question de à quel moment c'est aussi bon que les humains en termes de. Enfin, les humains, ils hallucinent tout le temps, hein. Moi, le premier, halluciner, Ah ouais, on ça hallucine, peut hein. vouloir dire juste raconter des conneries ou juste ne pas se rendre compte que ce que tu dis est faux, etc. Enfin, on n'est pas du tout parfait là-dessus. Donc la question, c'est plutôt à quel moment les modèles qu'on est en train de créer deviennent à peu près au niveau humain et racontent moins de conneries que les humains. Ça, je pense que ça devrait être résolu dans un an, Ouais, quelque je chose comme pense que ça. c'est Je déjà devais devenir. résolu, hein. Je pense que tu sais, la connerie Ouais. humaine est à la taille de l'univers, hein, Du coup, là-dessus. du coup, il reste la planification long terme. Ça, on va voir ce que le modèle qui est sorti la semaine dernière vaut là-dessus. Je pense que ça reste encore une étape à franchir qui n'est pas franchie pour le moment. Et l'histoire de la volonté, de mon point de vue, c'est pas une, c'est une fausse question, dans le sens où les agents autonomes qui existent en ce moment, qu'on est en train de créer, ont déjà, j'appellerais pas forcément ça de la volonté, mais une forme d'intention. En fait, ce qu'on peut appeler la volonté chez un humain, c'est cette espèce de, on a un but en tête et on va essayer de le résoudre, et ces buts changent un petit peu tout le temps, etc. En fait, si on fait tourner un agent autonome pendant longtemps,
au début, on peut lui donner un but. L'humain va dire quelque chose, va lui mettre quelque chose dedans comme maximise les profits de mon entreprise. Mais cet agent autonome, c'est un système extrêmement chaotique. C'est-à-dire que si tu le fais tourner pendant un an non-stop, tu peux pas être certain qu'à la fin, il va avoir le même but que tu lui as mis au début. Et ça s'observe déjà. Alors, si tu fais un système un peu comme Ouais, AutoGPT, il me si semble tu que prends AutoGPT, différents agents et que en général, ils commencent à partir en couille à un moment donné, ouais. ouais, ça part en live. Et du coup, mais à chaque instant, en fait, tu peux dire qu'ils ont une forme de volonté parce qu'ils sont en train de suivre un but, ils sont en train de prendre des décisions, même si Hmm. c'est pas, ça mappe pas forcément exactement à un humain, c'est sûr, parce que de toute façon, c'est un système différent d'un humain, c'est un peu comme un truc assez alien, mais c'est un système qui est en train de faire des actions dans le monde, qui a une forme de, comment dire, d'homogénéité à court terme. C'est-à-dire que peut-être que si tu le fais tourner pendant un jour, pendant un jour, il est toujours un peu en train d'essayer de faire la même chose et ça va drifter de temps en temps. En fait, quand on y pense, c'est quand même assez similaire à des humains. C'est-à-dire que nous, on n'a pas toujours non plus, tout au long de notre vie, on a plein de buts différents. On aurait du mal à dire, tiens, ça c'est le but de ma vie depuis le début et c'est le truc que je suis. Tu vois, on est nous aussi des systèmes chaotiques qui partent un peu dans tous les sens, qui font plein d'actions et qui s'autogèrent en vivant en communauté. On met en place des barrières, on empêche les gens de faire n'importe quoi. Du coup, la question de la volonté, je pense que c'est un, c'est une façon un peu. Je serais OK pour dire que, par exemple, ChatGPT n'a pas de volonté dans le sens où on lui pose une question, il répond à la question, il produit du texte. Mais à partir du moment où on met ça dans un agent autonome, Hmm. là, on obtient un système qui présente ce genre de caractéristiques. Et pour revenir au danger particulier, avant d'arriver au AGI, je pense qu'un des trucs qui m'inquiète le plus, c'est les systèmes autonomes dans le domaine de la cybersécurité. Parce que là, il y a des risques très concrets qui, je pense, peuvent se matérialiser peut-être dès l'année prochaine. Dès qu'on a un système qui est surhumain en piratage informatique, il y a des grosses, grosses questions qui se posent. Euh, Ouais, mais en fait, Potentiellement, pour moi, ça, c'est un faux ouais, problème. Parce que ce sujet-là, je le vois très bien. Pour moi, c'est un faux problème parce que il y aura aussi des outils surhumains en protection, en fait, en défense, si tu veux. mm, Et en fait, ne prendre en compte que le côté menace du sujet, alors qu'en fait, ça peut très bien être juste un outil de pentest x 1000. Ça peut très bien être un outil de défense et de contre-attaque x 1000. Tu vois, j'aurais plus peur d'une AGI qui devient autonome et qui est en capacité, par exemple, de prendre le contrôle. Tu sais, la guerre, elle a beaucoup changé là. Notamment, on s'est rendu compte avec l'Ukraine. C'est ouais. absolument ignoble. Tu vois, la guerre de manière générale, c'est ignoble. Faut quand même pas oublier le concept. Hein. C'est des mecs qui s'envoient des ogives de différentes tailles, tu vois, avec une vélocité produite par une cartouche chimique ou alors des avions, des bateaux qui tirent. Enfin, on se fait broyer et voilà. Et avec la guerre, au début, avec l'État islamique, qui a inauguré l'utilisation des drones dans les combats. Hein, faut pas oublier que ça date de 2014-2015 hein, à cette époque-là. Puis ensuite derrière avec la guerre en Ukraine où c'est carrément des drones FPV, donc First Person View, tu sais, où en fait ils attachent une ogive d'RPG-7 sur le drone, et c'est des drones kamikazes qui opérés par des téléopérateurs qui ensuite derrière vont aller taper des blindés, vont aller taper de l'infanterie, que sais-je encore. Et ça, si tu veux, pour le coup, si demain on a une IA générale, ou si on a une IA qui a une volonté et qu'elle se dit, comme tu le dis, j'en ai marre des humains, ils me cassent les couilles, je vais pirater tous les drones sur Terre, et je vais commencer à leur donner l'ordre d'aller foncer sur ces Homo sapiens sapiens là, ouais, c'est sûr que ça va être moins rigolo. Ça, Alors, je pense que ça, c'est pas un scénario très crédible dans le sens où elle n'est pas elle est pas vraiment super intelligente si elle fait ça, parce que a priori, elle dépend toujours de nous. Dans le Oui. sens où tuer tous les humains d'un seul coup, c'est pas une bonne idée, parce que ça va la Bon tuer bah elle-même. c'est plus simple, tu fais Euh, sauter toutes les centrales nucléaires, mais d'un autre côté elle aurait plus d'énergie pour elle, donc ouais. pas très utile. Mais du coup, je m'attends quand même à ce qu'il y ait quelque chose dans le domaine de la cybersécurité. Ouais. Donc, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ça peut améliorer la défense, et c'est quelque chose qu'on prend en compte. Le problème, c'est qu'il y a un truc en cybersécurité qui s'appelle l'asymétrie attaque-défense.
En gros, c'est plus facile pour un attaquant d'attaquer. d'attaquer parce que on peut prendre un exemple tout simple. Si tu crées un software et toi, tu es le défenseur, donc tu crées ton software, il faut que tu sois certain qu'il n'y a aucune vulnérabilité dedans. Donc, il faut que tu cherches toutes les vulnérabilités possibles et que tu les patches. L'attaquant, il a qu'à en trouver une seule. Alors, on peut imaginer qu'on prend une IA pour trouver toutes les vulnérabilités et les patcher. Par contre, et le problème, c'est que ça s'applique qu'à un seul software. Dans le monde, on a des milliers de, comment dire, là, on est une myriade d'acteurs qui créent des Ouais, il y a des softwares dans tous les millions de sens. frameworks qui dépendent les Et uns des autres, etc. ouais, etc. Ouais. et en fait, et du coup, mais ça, c'est une question intéressante. Et ça, c'est ce qu'on demande, c'est il faut trouver une façon de pouvoir déployer des patchs sur l'entièreté du software qui existe sur la planète. Pour le moment, ça n'existe pas. C'est-à-dire que pour le moment, quand les gens ils trouvent un day zero vulnerability, donc il y a Des des zéros, équipes pour ceux qui, qui ne savent pas, qui nous écoutent, c'est quand, en fait, tu as une faille critique dans un système qui fait que, par exemple, la personne, elle peut prendre le contrôle de ton iPhone ou ton Android à distance sans même que tu aies cliqué sur une pièce jointe ou quoi que ce soit. Et la personne, elle arrive et elle prend possession. Voilà, c'est juste pour une imagerie, hein. ouais. L'idée, c'est que voilà, il y a des gens qui cherchent ça activement, et si c'est des gentils, ce qu'ils font, c'est quand ils trouvent une vulnérabilité comme ça, ils la communiquent. Donc, ils envoient un message aux développeurs Et pour pour ceux leur qui nous dire, on a écoutent trouvé ça, encore, ça patchez-le. s'appelle du bug bounty. Et donc, en fait, en gros, il y a des gens, il y a des hackers qui, c'est les white hats, qui sont payés toute la journée, en fait, à essayer de péter des systèmes de sécurité. Et s'ils arrivent à les péter et à montrer qu'il y a une faille chez un éditeur de logiciel ou chez un fabricant de hardware, alors dans ce cas-là, ils reçoivent en général une prime. Par exemple, chez Apple, si vous arrivez à péter l'iPhone, c'est 1 million de dollars. Voilà. Voilà. Et en moyenne, bon, sûrement pas chez Apple, mais en tout cas, en moyenne, quand tu regardes le temps que mettent les gens à répondre quand ils reçoivent ce message, c'est 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, la faille existe avant qu'il y ait quelqu'un qui se décide pour la patcher. Parce que, en Non. fait, quand tu regardes le. Ouais, Ah, parce que je quand tu l'avais regardes pas le. cette stat. Je savais pas. En fait, quand tu imagines les gens qui maintiennent du software en général, c'est pas Apple, c'est des myriades de petits acteurs de partout qui parfois ils ont mis un truc et puis ils travaillent plus dessus depuis longtemps, etc. Donc en moyenne, c'est très très lent. Donc si on veut vraiment réparer cette asymétrie attaque-défense, il faut absolument trouver un moyen de automatiquement patcher tout le software sur cette planète. Enfin, Ouais, mais ça, c'est ce vraiment sera un problème réalisable par difficile. l'IA elle-même. Tu vois, justement. Il y a un acteur qui va se spécialiser là-dedans. Qui sera un tiers de confiance, considéré comme un tiers de confiance, et qui, justement, lui, sa mission, ce sera par exemple chez GitHub. GitHub, ils vont dire, Ouais, vu que les risques liés à l'IA sont trop importants, on peut pas laisser tout le stock de code qu'on a, qui est utilisé dans plein de frameworks, dans plein de dépendances, etc., etc. Donc, je suis désolé, même si vous n'êtes pas content, même si c'est censé être du libre, bah nous, on rajoute une surcouche de sécurité parce qu'on peut pas se permettre, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui dépendent de vos propres contributions, tu vois. Et je et la pense clé c'est qu'il que faut le faire ça. mais Donc, je pense que GitHub ou GitLab ou peu importe, tu vois, ils vont y venir, hein. Je vois pas autrement en fait, tu vois. mais le truc, c'est qu'il y a intérêt qu'ils y viennent avant. C'est-à-dire que ce genre de choses-là, il faut les faire de façon proactive avant que le Oui, risque mais se tu sais, réalise. Parce que sinon, ça n'arrivera pas de manière proactive. Ça, par contre, je te le signe parce qu'il faudra qu'ils se prennent une grosse tôle dans la gueule pour pouvoir le justifier. Parce que s'ils le font a priori, il y a plein de mecs, plein de développeurs qui vont dire: Eh non, 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 tu touches pas à mon code, enfoiré. Je l'ai pas foutu sur GitHub ou GitLab pour que tu t'amuses à balancer une IA dessus. C'est sûr et certain. Alors là, je te le signe des deux mains, hein. ça, c'est un énorme problème. Parce que, en fait, quand on n'est pas dans des catégories de risques catastrophiques, on peut être réactif. Tu vois, si je prends les risques des voitures autonomes, par exemple, je veux dire, c'est terrible si une voiture autonome renverse quelqu'un, il y a quelqu'un qui meurt, mais ça détruit pas la moitié de la société d'un coup. Par contre, dès qu'on parle de risques catastrophiques, même en assurance, enfin, d'une manière générale, quand les gens réfléchissent à ça, on ne peut pas être dans une approche réactive. On n'est pas en Mais tu mode t'attends ah, à quoi? on Tu va t'attends laisser à une ce que bombe le réseau nucléaire. électrique tombe? Enfin, en fait, pourquoi je précise? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui vont entendre ce que tu dis. Moi, ça me fait marrer, tu vois, parce que je suis un peu hardcore, tu vois. Mais il y a des gens, ils vont être choqués par ce que tu dis, tu vois. Sur le fait que oui, bon, il y a quelqu'un qui se fait écraser. Moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas comme, genre, il y a un circuit informatique d'une centrale nucléaire qui se fait pénétrer par une IA et elle décide de Ouais, faire fondre le cœur, tu vois. Ça, on est bien d'accord, ça n'a aucun rapport. voilà. Mais pour être bien précis, on prend un exemple aussi catastrophique
Ou alors, par exemple, en Allemagne, il y a une IA qui décide de couper tout le réseau électrique, d'ouvrir tous les télérupteurs, tu vois, du réseau très haute tension, et d'un coup d'un seul, t'as tout le grid allemand qui se retrouve sans électricité, et donc, par exemple, toute la capacité de fabrication industrielle de l'Allemagne est mise à terre en un instant, tu vois. Donc ça, c'est des risques systémiques majeurs qui, en fait, font perdre la vie à beaucoup plus de gens et font perdre beaucoup plus de points d'économie, tu vois, que Mm. un pauvre tocard, enfin pas un pauvre tocard parce qu'il y peut rien le pauvre, qu'une IA qui se foire parce qu'elle a pas reconnu un plomb en béton et qu'elle a cru que c'était un plomb en plastique quand elle a évité un enfant qui traversait la rue, tu vois. Bon, typiquement. Voilà. Ouais, Je prends l'exemple, ouais. je précise, c'est important parce qu'il y a des gens qui, tu vois, vont regarder cette vidéo et ne savent pas forcément. Voilà. Voilà, et du coup, pour ce genre de risque, on ne peut pas se permettre d'attendre que ça se matérialise pour l'adresser. Et en gros, plus c'est un risque sévère, plus c'est vrai. Plus ça touche de gens, plus il faut être proactif. Et, et typiquement, si on crée, en gros, si GPT-5, d'un seul coup, on va découvrir ses capacités quand il apparaît, et on va peut-être réaliser que, il est devenu surhumain en piratage informatique, surhumain en programmation. Si c'est le cas, globalement, on a inventé une arme de destruction massive sur le domaine virtuel. Parce que un système comme ça, c'est pas comme un programmeur humain. Enfin, disons qu'il soit pas énormément surhumain en programmation et en piratage. Mm. C'est quand même un système qui tourne 50 fois plus rapidement qu'un humain, qu'on peut copier-coller dans tous les sens. Donc ça permet soudainement d'automatiser le piratage informatique à une échelle industrielle. Et il faut savoir que le marché de la cybercriminalité, c'est un truc immense. C'est-à-dire que les coûts il y a des gens qui ont mesuré ça. Attends, d'ailleurs, je peux montrer ça en partageant mon écran. J'ai un graphe Mhm. là. Où Ouais, mais est-ce tu qu'il est? vois, Il est là. pour moi, le truc de. En fait, ça existe depuis. Ouais, vas-y, je te laisse finir. Ça, en gros, ça montre l'évolution des coûts sur la société par la cybercriminalité depuis 2018. Donc déjà, c'est en accélération. En 2023, je crois que ce graphe, il est en 2023. Donc ce qui est après, c'est une projection. En 2023, c'était Ah, 8 c'est trillions 8 de trillions dollars de par dollars. an, le Ah coût. ouais, C'est plus que la capitalisation en bourse de tous les GAFAM. Attends, Et c'est en c'est trillions de dollars là? Ouais. Donc, faut Donc imaginer qu'il y a toute une un économie. trillion de dollars, hein, pour ceux qui ne savent pas, donc au 1 billion, c'est 1 milliard. D'accord? Un trillion, c'est 1000 milliards. Donc là, par exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2024, c'est neuf mille Ça, deux cent vingt milliards de dollars. ouais, c'est ça que ça coûte à la société, le cybercrime. Donc, il faut vraiment Non mais imaginer que attends, c'est c'est une l'équivalent du industrie. PIB américain. Je crois que c'est un peu exagéré comme chiffre quand même, hein. Et après, il faut voir si on a confiance à ces estimations. Donc, ça a été fait par Statista, on peut aller vérifier. Mais c'est assez. Enfin, personnellement, j'ai confiance. Je Ouais, sais que c'est devenu une industrie immense. Ça ouais, inclut mais le regarde, phishing, ça inclut. en trillions de dollars, je suis désolé, hein, c'est pas contre toi, mais là, moi, je remets en cause les chiffres parce que en trillions de dollars, ça veut dire que tu as la moitié du PIB de l'Europe, par exemple. Le PIB de la Mhm. France, c'est 2,7 trillions de dollars, hein. Donc là, ça veut dire Ouais. concrètement que, en fait, tu prends toute la richesse créée par un pays comme la France, tu le multiplies par 4 et tu as le nombre de milliards qui ont été détournés sur cette année. Je suis Ouais. pas sûr que ce soit à ce point-là quand même. Et ben, ça vaut le coup de vérifier alors, parce que ça a l'air d'être un crux assez important. Mais enfin, moi j'ai confiance en ces chiffres et je sais que c'est absolument incroyable. Je vous conseille d'aller voir aussi les vidéos de Lei de la chaîne Science for All à ce sujet, Lei Nguyen Wang, qui s'intéresse beaucoup du coup aux histoires de cybercriminalité. Mais je pense que c'est assez établi et en fait, de mon point de vue, c'est affolant que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est un problème immense, la cybersécurité, qui est en train d'exploser en ce moment. Il y a des chiffres aussi qui sont vachement intéressants voilà, des études qui ont été faites sur les gens qui travaillent en cybersécurité. Euh, c'est un milieu où les gens partent en burn-out, sont en train de faire quelque chose comme 60% des gens qui travaillent en cybersécurité qui sont partis en burn-out l'année dernière. Il y a vraiment une espèce d'immense crise en cybersécurité dont on ne se rend pas compte en ce moment. Et les acteurs malveillants sont en train d'utiliser des IA en ce moment. Donc le phishing, c'est en train d'exploser parce qu'on est en train d'automatiser toutes les attaques de phishing avec des LLM qui permettent de faire des textes beaucoup plus personnalisés
pour toucher les gens de façon Mhm. beaucoup plus automatique. Les acteurs malveillants commencent à utiliser des vidéos générées par IA, de la copie de voix générée par IA. Oui, mais Et ouais. à partir du moment où ils ont accès à des modèles qui permettent de faire des cyberattaques de façon automatique, comme si tu avais la possibilité d'un seul coup faire apparaître 1 million de hackers au lieu d'en avoir accès que à tes 10 hackers locaux, je pense que là, on a un sacré problème sous la main. Ouais, après, déjà 60%. Bah, en fait, ça m'étonne pas parce que quand tu bosses dans la cybersécurité, tu vois, en fait, tu es au courant de tout et tu te dis putain, je gagne 3 000 balles par mois. Si j'étais du côté obscur de la force, je me ferais 100 fois plus. Donc, effectivement, c'est pas étonnant qu'ils partent en dépression ou en burn-out, je les comprends. D'autant qu'en général, ils sont pas forcément super bien écoutés au sein des organisations. Donc je vois tout à fait de quoi tu parles. Euh, le sujet pour moi, c'est que, bon, déjà 9 trilliards de dollars, 9 trillions de dollars, ça me paraît être complètement... tu vois, enfin je veux dire, à une époque, en 2017 par exemple, les arnaques aux cartes bancaires, ça fonctionnait encore. Je veux dire, tu pouvais faire passer sur Stripe, tu vois, des centaines de cartes, tu pouvais encaisser l'argent et tu pouvais faire des transferts. Enfin, genre moi j'ai connu cette époque-là, tu vois, je connais des gens qui l'ont fait. J'ai jamais versé dans la cybercriminalité parce que je me suis toujours dit, est-ce que tu es prêt à aller vivre en Thaïlande jusqu'à la fin de ta vie? Est-ce que, tu vois, je- j'étais pas prêt à tous ces sacrifices, tu vois. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, là où tu as raison, c'est que l'IA, c'est le meilleur moyen pour demain, pour n'importe qui, de faire ce genre de choses. Maintenant, euh, la question que je me pose, c'est est-ce que... quels sont les points de vulnérabilité aujourd'hui? Parce que quand tu fais un achat en ligne aujourd'hui, tu as forcément la 3D Secure, il y a plein de contre-mesures qui ont été mises en place, en fait, tu vois, pour lutter contre ça, tu vois. Donc, moi, je me pose la question demain, en fait, fondamentalement, qu'est-ce que l'IA change? Moi, par exemple, alors c'est peut-être parce que je suis un utilisateur, entre guillemets, éduqué du monde de l'informatique, mais je n'ai jamais subi une fraude à la carte bancaire. Il y a un mec, une fois, il a tenté de péter mon compte Steam, bah, il n'a pas réussi. Euh, euh, voilà, tu vois, moi aujourd'hui Ouais. je suis très surpris par ces chiffres-là en fait. Peut-être c'est. Et après, on pourra vérifier les chiffres hein, en offline. Là, je viens juste de googler Ouais, non, Cybercrime non, mais. Cost to Society et je trouve à peu près les mêmes chiffres. Ouais, bah Mais, écoute. mais bon, ce qu'il faut penser, c'est que là, ça va être un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on est quand même sur sans prendre en compte le phishing. Si on veut vraiment casser un software, il faut un humain, il faut un excellent programmeur, un programmeur de génie qui puisse aller. Bon, si c'est du open source, il faut lire tout le code source, essayer de vraiment tout comprendre et être suffisamment créatif pour trouver des nouveaux points de vulnérabilité, etc. Du coup, c'est ça que l'IA risque d'automatiser bientôt. Et ça c'est inédit. Genre, là, d'un seul coup, il y a un bottleneck. On fait péter un gros bottleneck qui était on a besoin de programmeurs de génie, il y en a très peu qui puissent faire ça, et il faut les pointer vers un software en particulier. Mhm. Là, d'un seul coup, pouf, on peut en avoir des millions sous la main. En phishing c'est quand même, on va aller dans un monde très étrange. C'est-à-dire que là, comment est-ce que tu sais que je ne suis pas une intelligence artificielle? Alors, ce matin, je t'ai dit, j'ai une panne d'internet. Donc là, je suis sur la 4G, comme je t'ai dit. Ce matin, j'ai appelé tu sais, le service client. Ouais, Je te jure, je te promets que j'ai pas su savoir si c'était une IA ou un être humain. Et à la fin, je lui ai dit, excusez-moi madame, franchement le service... Tu sais pourquoi? Parce que je suis chez Numérica qui appartient au groupe SFR. Et ça a toujours été de la merde leur service téléphonique, tu vois. Et là, c'était génial. Et je me suis dit, putain, ils sont passés à l'IA. C'est sûr et certain. Donc à la fin du call, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes une intelligence artificielle? Et elle a été surprise, tu vois. Elle m'a dit non, ouais, pourquoi? L'appel était pas bien. Je dis non, non, au contraire, c'était très 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 bien. Et elle a dit non, non, je suis une humaine. Mais en fait, ouais. je me pose encore la question parce que c'était le temps de réaction, si tu veux, à ce que je disais. Il était tellement rapide, dès que j'avais fini ma phrase, bam, elle enchaînait. Et je me disais, c'est pas possible, tu vois. Et j'étais très surpris de ça.
Ouais, ça, il va falloir trouver des contre-mesures et je sais pas encore à quoi ça peut ressembler Et tu sais pourquoi? pour... Parce qu'elle avait pas d'accent non plus. Et c'est la caractéristique hmm. des IA téléphoniques, c'est que t'as toujours un accent qui soit français, québécois, canadien, d'une région ou d'une autre ou machin. Là, elle parlait un français neutre, comme une IA. Tu vois, les IA, elles parlent un français Ouais. neutre. Tu écoutes bien, elles ont pas d'accent les IA, c'est très rigolo. Et elles parlaient un français neutre, tu vois. Et j'étais là, je fais, mais attends, mais c'est une IA, c'est pas possible. Et Alors, ouais, on arrive vraiment au point où on va pas pouvoir discerner. C'est-à-dire que là, c'est pas encore bien implémenté, mais la technologie est là pour créer un avatar qui soit là, comme moi et qui soit en train de parler de la même façon que moi et de dire les mêmes choses que moi. Enfin, tout ça, c'est là, quoi. C'est pas encore bien ouais, ouais, c'est au implémenté. point, hein. Et du coup, ça pose de vraies questions fondamentales. Je sais pas si tu as vu, mais il y a Defend Intelligence qui a fait une vidéo récemment. C'est un YouTuber qui fait de l'IA, où il a implémenté un bot pour aller sur Tinder et matcher Ouais. automatiquement avec des gens. Il a matché avec 14 000 personnes et ils ont eu une conversation. Voilà, avec chacune de ces personnes, ils ont eu une longue conversation où la plupart des gens sont tombés amoureux. Donc, il a créé des profils entièrement générés par IA, avec des photos générées par IA, etc. Une IA qui drive le truc. Ça, c'est Et il leur extrêmement demande un inquiétant. virement de 10 euros parce qu'il en a besoin sur un compte à l'étranger, la nana ou le mec est tombé amoureux. Boum, Et lui, c'est il ne l'a fait, pas hein. fait. Donc ça, c'est un modèle de risque qui est déjà extrêmement inquiétant. Surtout que quand on est dans des applications de rencontre, quand on crée vraiment des relations émotionnelles avec les gens, là, tu peux faire ce que tu veux aux gens. C'est pas comme une arnaque où tu es le prince du Nigeria ou je sais pas C'est quoi. ça. Euh, et, et ça, c'est encore juste basé sur du texte. C'est-à-dire que là, on était dans une situation où il a juste envoyé des messages sur Tinder automatiquement. Là, bientôt, on va être capable de faire des modèles qui peuvent t'appeler avec la visio. Tu peux leur parler, tu peux faire du sexting, tu Oui, peux c'est faire l'arnaque au des... président. Ouais. Et, et quand on arrive dans ce monde-là, c'est très, très... Comment dire? Il peut pas seulement le problème, c'est pas seulement les arnaques. Le problème, c'est aussi quels vont être les messages qui vont être véhiculés là-dedans. Sachant que les IA de niveau GPT-4 sont déjà meilleurs que 80% des humains en persuasion. Du coup, là, on va partir sur des modèles qui sont, bon, les prochaines générations seront sûrement encore meilleures que ça. Donc, si on commence à avoir des humains qui créent des relations avec des IA, qui véhiculent des messages sans que tu en aies conscience, les personnes qui contrôlent ces IA risquent de foutre pas mal de bordel. Et on n'a pas vraiment de contre-mesure. Enfin, les gens, il faut vraiment commencer. C'est encore un endroit où il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que ça se passe avant d'implémenter des contre-mesures. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de risques concrets, et encore, on a juste effleuré quelques-uns. Mais tout ça, Ouais. c'est des modèles de danger qui prennent de l'amplitude au fur et à mesure qu'on améliore les IA et qui risquent de donner lieu à des risques catastrophiques dans un futur assez proche. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Mais écoute, de toute façon, moi je pense que ça rejoint aussi, et je pense qu'on va clôturer là-dessus, je pense que ça rejoint aussi un autre problème qui est plus philosophique, celui-ci, c'est que, tu sais, statistiquement, on a 80% de chances d'être déjà dans une simulation nous-mêmes. Il y a un chiffre là-dessus? Je ne Ah savais ouais, il pas y a un qu'il y avait un chiffre, tu peux chiffre. regarder, vas-y, c'est 80%. Donc, comme on a 80% déjà dans une simulation, en fait, la question que je me pose, moi, en fait, bon, écoute, ça, on ne le résoudra pas dans cet échange, ça c'est sûr. Mais sachez que vous avez 80% de chance d'être dans une simulation déjà. Le fait que vous soyez dans une simulation ne change pas au fait que vous devez mener votre vie comme vous l'entendez, que vous devez essayer d'atteindre l'Everest comme l'a fait Inoxtag récemment. Et moi, je suis à fond pour les dépassements de soi, le fait d'essayer d'atteindre des objectifs qui ne sont pas forcément atteignables à première vue. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et même pas que l'entrepreneuriat au sens monter des boîtes, hein. Ça peut être monter une association pour aider son prochain, ça peut être ce que vous voulez, tu vois, mais essayez de faire quelque chose qui change votre quotidien. Donc, le truc, c'est que euh, par rapport à cette histoire d'IA, par rapport à tout ce qu'on a pu se dire jusqu'à là, moi, j'aimerais partager une réflexion avec toi et avoir ton avis là-dessus. Pour moi, et même si on a un modèle GPT-5 qui sera beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, parce que j'ai vu que c'était 100 fois ou 150 fois plus gros,
même si ça représente des dangers, le plus grand danger pour l'homme, c'est l'homme. Et tout ce qu'on a identifié jusque-là, tu vois, c'est l'intention d'autres êtres humains d'aller péter telle société, d'aller faire du mal à telle autre personne, nanana, nanana. Pour moi, ça ne restera que des outils pour le moment. Pour le moment. Moi, j'aurais peur le jour où l'IA d'elle-même dira je me transforme en cyberhacker parce que j'ai une volonté de domination mondiale sur l'espèce humaine. Tu vois. Et d'ailleurs, tu pourrais très bien me dire oui, bah en fait, c'est déjà le cas. Et il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui disent en fait, depuis qu'on a implémenté l'IA dans la recommandation de contenu sur les réseaux sociaux et que les gens sont devenus totalement hystériques, qu'il y a des gens qui se teignent les cheveux en bleu et d'autres qui font des saluts nazis, tu vois, parce que pour moi c'est la même engeance en fait, tu vois. Bah, en fait, cette hystérisation de la société, elle a été conduite par les algorithmes. Et qu'en fait, peut-être qu'il y a un début de conscience dont on n'a même pas conscience de l'intelligence artificielle, et que c'est elle qui nous drive vers une hystérisation de la société, et que c'est elle qui fait qu'on est en train de se disloquer, tu vois. Il y a une théorie du complot là-dessus. Alors, il y a une théorie du complot qui ne dit pas que c'est une organisation supérieure, qui dit juste, voilà, en fait, on est déjà sous le contrôle des algorithmes. C'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir. On n'a pas conscience qu'ils ont une conscience. Ils se parlent entre eux sans que nous le sachions. C'est tout à fait théoriquement possible en plus. Enfin, je veux dire, tu vois, il peut y avoir des échanges de paquets sur les réseaux qui peuvent passer totalement inaperçus s'ils arrivent tu vois, à faire des backdoors et compagnie. Et si on a déjà atteint ce niveau-là, c'est tout à fait possible. Donc on est peut-être déjà complètement dedans. Mais moi, aujourd'hui, donc ça c'est une théorie qui existe, mais moi aujourd'hui je considère que tout ça c'est avant tout de l'être humain contre d'autres êtres humains. Et Tom de chez Blox à Toulouse avait une expression que j'ai repris à mon compte qui est là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Et je pense que c'est assez juste, quoi. C'est-à-dire que je pense que, effectivement, bah, en fait, on n'est pas du tout à la merci de l'IA, on est à la merci de l'autre Homo sapiens sapiens qui, lui, utilisera l'IA. Voilà. Moi, Ouais. c'est aujourd'hui ce que je pense. Bah, en fait, c'est deux modèles de risque qui sont tout à fait valables et le risque d'utilisation malveillante, c'est probablement celui qui va se réaliser en premier. Mais c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en inquiéter, dans le sens où plus on met de pouvoir entre les mains de chaque individu sur cette planète, plus on a de chances de se foutre tous en l'air. Parce qu'il y a quand même, bon, encore une fois, asymétrie, attaque, défense. Et je pense que tu serais d'accord pour dire qu'il ne faudrait pas mettre une bombe nucléaire entre les mains de chaque individu sur cette planète. Que si jamais ça se passait, on ne serait pas vivant très longtemps. Donc, on peut simplifier le modèle de risque de l'IA comme ça. C'est-à-dire que là, on crée des systèmes de plus en plus puissants. Si on les distribue à tout le monde, même si on les met entre les mains de quelques individus mal intentionnés, ça risque de mal se passer. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais au début, dans le sens où on sous-estime la capacité d'action qu'on a sur cette planète. Là, vraiment, mon problème, c'est pas de créer des IA. Moi, j'ai travaillé dans l'IA pas pour rien pendant 10 ans. Mm. Je suis complètement pour le développement de l'IA, mais j'aime pas la façon dont on le fait en ce moment. Il faut vraiment comprendre que les intelligences artificielles qu'on crée en ce moment, on les comprend pas et on les contrôle pas. On est parti sur un paradigme, les réseaux de neurones profonds, qui est complètement incompréhensible, et on est en train de foncer pour accélérer les capacités sans accélérer la compréhension et le contrôle. Il faut vraiment qu'on fasse l'inverse. Si on veut être une civilisation intelligente, à chaque étape, on prend le temps de bien comprendre et contrôler ce qu'on fait avant d'aller à l'étape suivante. Et c'est ambitieux, c'est pour ça que moi aussi je fais pause IA, beaucoup de gens vont dire c'est impossible de mettre en pause le développement des AGI et tout. Moi j'y crois, je pense que si certaines personnes clés ouvrent les yeux sur ce qui est en train de se passer et comprennent ce problème entre le Mm. contrôle et les capacités, il y a moyen que les choses avancent très rapidement. Et ouais, voilà, je pense que c'est pas mal comme mot de la fin aussi. Eh ben écoute, écoute, mon cher Maxime, merci d'avoir été aujourd'hui avec moi sur la chaîne de The AI Project. Je partagerai également cette vidéo sur mon compte LinkedIn. Si jamais vous avez envie si jamais les gens ont envie de te contacter, ils peuvent te trouver sur LinkedIn aussi.
Sur LinkedIn, aussi sur notre site web posia.fr, on a un .fr, lien vers un d'accord. serveur Discord. On a aussi écrit une contre-expertise au rapport de la commission de l'IA pour les gens qui sont intéressés par ce genre de choses. Il y a eu voilà, un document qui a été produit par la France qui est extrêmement optimiste et assez déraisonnable. On a écrit une Alors contre-expertise par contre, qu'on a juste pour ton publiée. info, pendant tout le podcast là, pour ceux qui regarderont en vidéo, derrière il y a liste exo du bouquin, demande un programme à Claude, les décisions quoi faire après septembre, etc. etc. Je tenais à te dire ça parce que j'ai trouvé ça très rigolo parce que quand on parlait de décision, j'ai vu le petit choose goals à côté, j'ai dit ah c'est rigolo ça. Voilà. Bon, bah écoute, Voilà, donc Maxime Fourne avec un ES à la fin sur ouais, LinkedIn et sinon posia.fr Posia, ouais. et écoutez, bah, pour tous les autres, je vous rappelle que moi, pour le coup, qu'est-ce que je fais? Je fais de la formation à l'utilisation des outils de l'intelligence artificielle et du consulting pour les sociétés qui ont besoin d'automatiser et de IAiser leurs process internes. Ça peut être de la relance de prospection commerciale, ça peut être de la prospection commerciale, ça peut être de l'automatisation en interne au niveau de votre opérationnel, l'automatisation des process, l'amélioration des process. Bref, n'hésitez pas, contactez-moi, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Merci beaucoup Maxime de ta présence. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Merci à toi, c'était super Ciao. intéressant.